Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, législative, quel équilibre pour nos institutions au lendemain du premier tour qui voit au coude à coude la NUP ou NUPES, l'Union de la gauche derrière Jean-Luc Mélenchon et ensemble la coalition d'Emmanuel Macron. Quels sont les différents scénarios possibles après ce premier tour et rendus possibles surtout par les textes? Voilà la question qu'on va poser à notre invité. Jean Pic, professeur associé à Sciences Po Paris, haut fonctionnaire, magistrat honoraire à la Cour des comptes, auteur l'an passé de La République, la force d'une idée, paru aux presses de Sciences Po, où il revient longuement sur l'histoire de notre République, ses fondations, ses vacillements, ses forces et ses fragilités, celles d'un système ainsi que les évolutions d'un régime politique qui est toujours le nôtre aujourd'hui. Bonjour Jean Pic. Bonjour monsieur, merci beaucoup d'être avec nous. Une abstention très très forte, voilà la première peut-être grande leçon sur laquelle tout le monde est bien d'accord de ce premier tour des législatives. Cette abstention illustre-t-elle à vos yeux ce qu'on appelle la fatigue institutionnelle, cette fatigue institutionnelle que nous traversons depuis quelques années? C'est un fait massif que de constater qu'il n'y a eu que 47,5% de Français qui ont été votés. Je rappelle que avant 2002, avant la coïncidence des élections législatives et présidentielles, les taux de participation étaient de 70%. 1986 jusqu'en 1997, qui était la dernière élection hors simultanéité. On pourrait craindre que la fatigue démocratique ait touché nos voisins, les Italiens en 2018, les Allemands en 2021, les Anglais entre les deux. La participation a été de 70%. Donc il y a bien une singularité française qu'on ne peut pas imputer uniquement au fait que les gens sont inquiets ou là, comme ça pourrait l'être après 2 ans de crise sanitaire. Et on peut aussi, je le vois très bien, considérer qu'il y a beaucoup de causes à l'abstention. Quand on voit que 70% des jeunes entre 18 et 34 ans n'ont pas voté, il y a de quoi en effet s'alarmer. Ça veut dire qu'ils ont le sentiment qu'on les a oubliés, que l'offre politique les ignore. Mais puisque vous me posez la question institutionnelle, je crois que je ne sais pas si c'est une faiblesse, parce que je pense que la force des institutions, c'est leur équilibre. Et donc, la faiblesse, c'est qu'elles ont sans doute perdu leur équilibre avec la simultanéité des élections présidentielles et législatives. Si vous permettez, je voudrais rappeler quelques événements. 1997, Jacques Chirac, président de la République, dissout l'Assemblée. Elle devait aller jusqu'à son terme en 1998. Du fait de la dissolution, l'Assemblée, qui d'ailleurs n'est pas favorable, va durer jusqu'en 2002. C'est l'arrivée de la gauche plurielle au gouvernement, avec Lionel Jospin, Premier ministre. 1997. 2000, le quinquennat est adopté. Il faut rappeler, parce que c'est un signe de grande fracture démocratique, que 70% des Français s'abstiennent. Or, 5 ans après, sur le traité constitutionnel européen, ils avaient voté à 70%. Donc, on ne peut pas expliquer. Donc, ça veut dire qu'ils n'avaient pas compris. Ils n'étaient pas les seuls. Les enjeux du passage entre le septennat et le quinquennat. On leur disait 5 ans, c'est plus court que 7, ce qui, vous m'avouerez, est quand même un peu court, c'est le cas de le dire. Bon. Et puis, 1 an après, on s'avise que, puisque les élections vont être simultanées, il vaut mieux que la législative ait lieu après la présidentielle, qui paraît avoir du sens. Et voilà qu'en 2002, donc, on se trouve avec cette simultanéité et un mécanisme qui fait que la mécanique s'est enrayée et qu'on se retrouve devant un automatisme que les Français ont du mal à percevoir, puisqu'on leur dit « ne vous souciez pas, il y aura une majorité absolue pour le président ». Or, depuis 2002, nous sommes à la 5e élection, le taux de participation est passé de 64% à 47,5%. C'est donc le signe que ce système n'est pas compris. Et d'ailleurs, ce matin, j'entendais à la radio, ou je lisais dans les papiers de vos confrères, que beaucoup de citoyens parlent d'illisibilité. Quel était l'enjeu? Élire le Parlement, ou est-ce que c'était la présidentielle qui continuait? Oui, c'est ça. Donc on a aujourd'hui cette élection, ou ces élections législatives qui se vivent pour les électeurs, pour les citoyens, totalement dans l'ombre de cette présidentielle qui est devenue presque toute puissante en France avec le quinquennat. Et probablement pour beaucoup un sentiment de, peut-être pas de lassitude, mais une absence d'enjeu
qui a été totalement concrétisé cette année par le fait que le président de la République, nouvellement réélu, Emmanuel Macron, n'a quasiment pas fait campagne, pensant qu'il serait presque automatique, par cette synchronisation des deux scrutins, d'avoir la majorité au Parlement pour pouvoir ensuite, avec son gouvernement, gouverner pendant 5 ans. C'est ça. Et de fait, la nouveauté de ce matin ou d'hier soir, c'est que l'automatisme, il n'est pas sûr qu'il fonctionne. Personne aujourd'hui ne peut savoir s'il y aura une majorité absolue ou relative, mais l'automatisme n'est plus évident. Et je voudrais rappeler qu'avant 2002, entre 1986 et 2002, 16 années, 9 années de cohabitation. Et donc, l'un des objectifs du quinquennat et de la version du calendrier, c'était d'empêcher la cohabitation. Parce qu'elle était perçue comme entravant, avec des arguments qui n'étaient pas faux, entravant l'unité du pouvoir. Bon. Mais est-ce que cette déperdition de la participation ne signe pas, au fond, le sentiment confus qu'ont les Français? En tout cas, c'est mon explication. Je crois que le système actuel a déséquilibré nos institutions, le quinquennat, avec la simultanéité, et pour 2 raisons qu'on va peut-être pouvoir expliquer plus longuement. Le président a perdu de son autorité parce qu'il s'investit sur tous les sujets et qu'on ne peut pas à la fois présider et gouverner, en tout cas c'est compliqué. Et d'autre part, du fait du mode de scrutin, les Français ont le sentiment qu'avec la majorité absolue donnée à une famille politique qui, depuis 2002, la famille avec moins de 30% à la majorité absolue des suffrages, ils se disent qu'ils ne seront pas représentés. Donc on a un déficit, on a une baisse de l'autorité et une baisse de la représentativité du Parlement. Or, l'autorité du président et la représentativité du Parlement, c'est 2 fondations de la Ve République. Quelle différence entre pouvoir et autorité? Parce que vous dites que le président a accru son pouvoir, mais il a perdu en autorité. Si j'étais pédant, je ne le serais pas. Je rappellerai, vous savez, ce que disait Hannah Arendt. L'autorité n'est pas le pouvoir, et elle évoquait la République romaine. Auctoritas in senatu, potestas in populo. L'idée, c'est que l'autorité, elle est en surplomb. Elle veille à ce que les pouvoirs respectent les fondations. Le meilleur exemple, c'est l'article 5 de la Constitution qui fonde l'autorité du président. Qu'est-ce que dit l'article 5 ? Il veille au respect de la Constitution. C'est-à-dire qu'il est là pour faire en sorte que les principes... C'est un garant. C'est un garant. Ce que le président Mitterrand avait fait lors de la première cohabitation, chaque fois qu'il intervenait pour dire « Attendez, les principes fondamentaux de la loi de la République, j'en suis responsable ». On dit que par ailleurs, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État. C'est considérable. Assurer la continuité de l'État, éviter le désordre institutionnel. Et enfin, on dit qu'il est le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Et comme il y a l'article 15 qui dit qu'il est le chef des armées, il a la compétence majeure en matière de défense, puisqu'il est de surcroît le maître de la dissuasion. Donc l'autorité, c'est ça, c'est faire respecter la Constitution, garantir l'indépendance de la nation et assurer la continuité de l'État et le bon fonctionnement des institutions. Pour comprendre le déséquilibre actuel tel que vous l'évoquez, Jean Pic, revenons-en peut-être à l'origine de la Ve République, à l'origine de cette Constitution de 1958 et à la volonté d'un équilibre nouveau entre président, gouvernement et parlement, tel que le proclamait le général de Gaulle le 4 septembre 1958. C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple. Il existe, au-dessus des querelles politiques, qu'il existe un arbitre national élu par les citoyens qui ont un mandat public qui soit chargé d'assurer le fonctionnement régulier des institutions, qu'il existe un gouvernement qui soit fait pour gouverner, à qui on en laisse le temps et la possibilité, qu'il existe un Parlement destiné à représenter la volonté politique de la nation, à voter les lois, à contrôler l'exécutif, mais sans sortir de son rôle. Voilà, Françaises, Français,
de quoi s'inspire, en quoi consiste la Constitution qui, le 28 septembre, sera soumise à vos suffrages. Au nom de la France, je vous demande de répondre oui. Voilà, c'était un grand oui à l'époque en 1958 pour ce nouvel équilibre des institutions avec ce président qui arbitre et qui préside, comme vous l'évoquiez, Jean-Pic, ce gouvernement et ce Premier ministre notamment qui gouverne et ce Parlement qui représente. Alors peut-être pouvez-vous nous rappeler dans quel contexte arrive cette modification des institutions, cette réforme d'ampleur, à quelle période, dans quelle période de turbulence s'inscrit-elle et à quelle quête de stabilité répond-elle? Alors, vous m'incitez à revenir au début de la Cinquième République. La fin de la Quatrième a été marquée par la crise algérienne, la crise du 13 mai, avec ce qui est apparu comme une menace absolue pour l'État, la crainte d'un coup d'État, et puis l'appel au général de Gaulle, au plus illustre des Français, disait René Coty, alors président de la République, et puis le général de Gaulle acceptant d'être le dernier président du Conseil de la Quatrième République, s'entourant de ministres d'État représentant les grandes formations politiques, la SFIO, le MRP, les indépendants, et demandant à son garde des Sceaux, Michel Debré, de préparer la Constitution. Et Michel Debré, si j'ose dire, flanqué de ces ministres d'État qui constituaient le groupe de travail de la Constitution, a comme obsession de rétablir l'équilibre du pouvoir, fâcheusement compromis par ce qu'on avait appelé le régime d'assemblée, c'est-à-dire que les assemblées sous la Quatrième renversaient les gouvernements sans conséquence pour elles, puisqu'il fallait, les règles faisaient qu'il fallait des conditions précises pour qu'il puisse y avoir dissolution. Et donc on a instauré ce qu'on a appelé le parlementarisme rationalisé. Et puis pour que le gouvernement ne soit... Donc il avait des armes, qui sont toujours les siennes d'ailleurs, pour tempérer les ardeurs du Parlement, avec notamment le fameux article 49.3 qui est dans la mémoire de beaucoup. Et puis, l'idée que le général de Gaulle exprimait dans l'extrait que vous avez à l'instant passé, c'était ce qu'il appelait la séparation des pouvoirs. À ses yeux, le président de la République, parce qu'il était l'autorité, dont j'ai rappelé en quoi elle consistait, était celui qui avait, vis-à-vis du pouvoir de gouverner et du pouvoir de légiférer, des armes. Vis-à-vis du gouvernement, c'était lui qui nomme le Premier ministre. Il disait le gouvernement ne saurait procéder du Parlement. Donc, bien sûr qu'il faut que le Parlement puisse, le moment venu, soutenir le gouvernement, mais c'est moi qui nomme le Premier ministre et, sur sa proposition, les ministres. Et puis si, parce que les circonstances font que le gouvernement qui a été nommé se trouve en difficulté, du fait d'une assemblée qui rétive, alors je peux en appeler au peuple et dissoudre. Et puis par ailleurs, je peux en appeler au référendum. Voilà l'équilibre. Alors, comme vous l'avez entendu dans l'extrait, à l'époque, il n'y avait pas l'élection au suffrage universel. Et donc il y a un premier changement très important en 62 avec l'élection au suffrage universel, parce que, comme disait le général de Gaulle dans son style illimitable, une élection nationale l'emporte sur 487 compétitions locales. C'est comme si, aujourd'hui, Emmanuel Macron disait l'élection du président de la République l'emporte sur 577 compétitions locales. Bon. Donnant au président une légitimité nouvelle, plus forte. Et la tentation d'aller au-delà de ce qui est sa responsabilité, c'est-à-dire de donner des grandes orientations sur l'Europe, sur le monde, sur l'économie, sur l'État-providence, mais laissant au gouvernement le soin de gouverner. Et alors, ce qui est frappant, c'est que, si on va un peu plus loin dans l'histoire de la République, quand il y a eu les premières cohabitations, les deux premiers cohabitants, aussi bien François Mitterrand que Jacques Chirac, ont dit l'un et l'autre qu'ils trouvaient qu'il y avait eu un excès dans le pouvoir du chef de l'État, parce qu'il avait été tenté d'aller au-delà et de gouverner. Et l'un et l'autre l'ont dit. Je ne veux pas vous citer les textes exacts, mais c'était la formule qu'ils employaient. Et en juin 1987, c'est vraiment tout à fait intéressant, François Mitterrand écrivait « Les présidents de la République s'étaient habitués à gouverner eux-mêmes ». Et Jacques Chirac, en 88, disait « Il faut laisser le gouvernement gouverner ». En écoutant tout à l'heure ce que disait le général de Gaulle
sur l'arbitre au-dessus des querelles et des factions ou des troubles politiques, je songeais à ce que l'avant-dernier Premier ministre, Édouard Philippe, disait dans son livre sur le fait qu'on ne pouvait pas être à la fois au-dessus de la mêlée et les pieds dans la glaise. C'est un peu la même idée. Et il disait, présider et gouverner, c'est deux missions différentes. On va retourner en 1986, entendre justement François Mitterrand évoquer cette hypothèse de la cohabitation. Mes chers compatriotes, vous avez élu dimanche une majorité nouvelle de députés à l'Assemblée nationale. Cette majorité est faible numériquement, mais elle existe. C'est donc dans ses rangs que j'appellerai demain la personnalité que j'aurai choisie pour former le gouvernement selon l'article 8 de la Constitution. 1986, et Jacques Chirac arriva, Premier ministre, avec cette cohabitation nouvelle entre un président socialiste, François Mitterrand, et Jacques Chirac, donc, qui arrive et qui incarne la droite à la tête de ce gouvernement. Il y a des vertus sous-estimées pour vous à la cohabitation. On a tendance à dire la cohabitation, c'est la paralysie des institutions. On entend ça, on nous répète ça depuis toujours. Mais ce premier exemple de cohabitation a montré qu'il pouvait y avoir quelques vertus possibles, jusque dans la négociation. Si vous le permettez, avant de répondre à cette question, qui est en effet importante, juste situer le propos de François Mitterrand par rapport à ce qu'on avait entendu en 1958. Parce qu'avant que le président Mitterrand ne prenne cette position, il y avait un débat politique très fort dans la classe politique pour savoir s'il fallait ou non cohabiter. On rappelait qu'en 1924, on avait refusé au président Millerand de gouverner avec le président Mitterrand, qui avait dû finalement démissionner. Et François Mitterrand a évoqué cette hypothèse en disant « on n'est plus sous la Troisième République où le président de la République devrait se soumettre ou se démettre », ce qui était la thèse, y compris dans une partie de la classe politique de droite. M. Raymond Barre disait « la cohabitation, il faut vraiment ne pas rentrer dans ce processus ». Donc, en 1958, et je vais commenter simplement parce que ça éclaire aussi un petit peu la deuxième question que vous m'avez posée. Le général de Gaulle dit « à charge pour le président de la République de nommer un gouvernement qui accordera l'intérêt général avec la majorité qu'elle se sera exprimée au Parlement ». Donc, il donnait au président de la République un rôle important dans l'appréciation de la situation. Et François Mitterrand dit la même chose. Un peu avant l'extrait que vous nous avez fait entendre, il dit je tiendrai compte de la volonté populaire, je choisirai une personnalité issue de ce milieu. Il ne dit pas je vais choisir M. X ou M. Y, une personnalité issue de ce milieu. Et puis, le président nommera qui il veut comme Premier ministre, et le Premier ministre aura à s'organiser avec les différentes formations politiques de la majorité pour savoir comment il peut gouverner. Donc, vous voyez, on est dans une situation très particulière où le président de la République dit « j'ai un pouvoir, j'ai la charge d'assurer le respect de la Constitution et la continuité de l'État, je choisirai, dans la majorité qui sera sortie des urnes, la personnalité capable de gouverner ». Et vous avez entendu au début de l'extrait, majorité faible, disait-il, une ou deux voix. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas eu cette majorité à une ou deux voix, qui l'a conduit à choisir le leader de la majorité, parce que le lendemain de ce discours, Jacques Chirac, avec les représentants de l'UDF, se sont mis d'accord pour dire il faut que ce soit lui. Et avec la famille politique, et notamment deux chefs de parti, M. Le Canuet et M. Léotard, que le président de la République a récusé pour le portefeuille des Affaires étrangères et de la Défense. C'est-à-dire que le président de la République n'était pas sans âme, si vous voulez. Bon. Et donc, je reviens un instant pour dire qu'à l'époque, on avait imaginé qu'il pourrait appeler, par exemple, Jacques Chaban-Delmas, s'il y avait eu une majorité relative. Voyez, bon. Donc, la liberté de choix du président, du fait de ses compétences
constitutionnelle. C'est lui qui nomme le Premier ministre, c'est l'article 8 de la Constitution. Ouais, évidemment, j'ai quand même juste envie, pardon, en aparté, de vous poser cette petite question. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, la règle est la même? Est-ce que cette liberté de choix reste entière pour le président? Et en cas de majorité, en cas de majorité de cette nouvelle alliance de la gauche, Emmanuel Macron est-il obligé de nommer Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, ou est-ce qu'il a effectivement, comme il le dit, le choix? Il aurait le choix. On verra. Tout ce que je peux dire, c'est dans ce les qui a textes, été fait en... D'abord, dans les textes, c'est très clair. Parce que c'est ce que j'ai rappelé tout à l'heure, le gouvernement ne saurait procéder du Parlement. Ça ne veut pas dire que le président ignore la composition du Parlement, mais c'est lui qui, si je puis dire, ouvre le bal du gouvernement. Bien. François Mitterrand avait dit très clairement « Personne ne nommera le Premier ministre à ma place ». Et d'ailleurs, aussi bien en 1986 qu'en 1993 avec M. Balladur, qu'en 1997 avec M. Jospin, aucun de ces leaders qui se présentaient aux élections et qui avaient été élus députés n'avait dit par avance « il faudra que je sois nommé », respectant, si je puis dire, l'autorité présidentielle. Voilà une première et importante différence. Et donc, pour revenir à votre question première, qui était que penser de la cohabitation, juste un mot, se tournant vers les Français, ou plutôt dans le message qu'il fit au Parlement après avoir nommé Jacques Chirac. François Mitterrand dit « Je n'ai qu'une seule règle, puisque je suis chargé de veiller au respect de la Constitution. Toute la Constitution, rien que la Constitution. » Eh bien, cette règle demeure, et c'est pourquoi, à mon sens, pour reprendre encore une fois une expression qu'a employée Édouard Philippe, que je trouve très juste, notre Constitution est une merveille, puisqu'elle a permis de faire face à des configurations extraordinairement diverses, et que du coup, elle dure. Ce qui, dans l'histoire de la République, est un événement très nouveau, puisque je pense que l'année prochaine, on va égaler, pour la Ve République, la durée de la Troisième. Ce qui est une prouesse, à vous entendre, Jean Pic. Alors c'est ça qui est intéressant. Si on reprend l'annonce ou la stratégie politique d'un Jean-Luc Mélenchon, c'est que, contrairement aux autres, il défie l'autorité du président, et après le premier tour de l'élection présidentielle, lorsqu'il perd, lorsqu'il ne va pas au second tour, il transforme tout de suite son positionnement. De Jean-Luc Mélenchon président, il passe à Jean-Luc Mélenchon Premier ministre et impose tout de suite cette couleur-là, cette dynamique, et ouvre la porte à ce scénario, celui d'une cohabitation. Il s'impose aussi comme ça, ou il impose dans l'imaginaire du pays la possibilité d'une cohabitation. Il dit le match n'est pas terminé en fait. Il y a un troisième tour qui va arriver. Les législatives sont devenues une sorte de troisième tour pour vous aujourd'hui, Jean Pic, de l'élection présidentielle. Deux remarques. D'abord, cette expression de troisième tour, Olivia, on le dit à chaque élection, puisqu'à chaque élection, le candidat battu et la formation qui le soutient espère qu'au troisième tour, aux législatives, il y aura un renversement. Tout ça parce que dans l'esprit des citoyens, l'élection législative, c'est un autre moment. Il se trouve qu'avec la simultanéité, j'insiste sur ce point, la grande différence, lorsqu'en 1986 ou en 1993, ou en 1978, pour remonter à l'élection, en cours de mandat, le président exerce, si je puis dire, sa fonction de président pour 7 ans. C'est très important. On le verra à propos des remèdes. Mais il sait qu'il peut avoir en cours de mandat une majorité hostile. Et certes, on dit qu'il faudrait qu'il y ait une majorité pour le président, mais M. Giscard d'Estaing disait rien. Si les Français votent pour le programme commun de gouvernement, il sera appliqué. Je resterai président, mais il sera appliqué. Bon. Donc, le troisième tour, si j'ose dire, c'est lié au fait que dans un régime parlementaire, qui est le régime de la Ve République, avec une autorité présidentielle, donc un régime parlementaire présidentialisé, le président sait que le gouvernement, pour gouverner, a besoin d'une majorité au Parlement. A fortiori, si c'est pour mettre en œuvre ses propres orientations. Et donc, pour en revenir à la question que vous m'avez posée, à laquelle j'ai toujours pas répondu, ce qui n'est pas très bien, que penser de la cohabitation ? J'ai rappelé les conditions dans lesquelles la première, mais ça a été la même chose pour la deuxième, et même la troisième, puisque au moment où M. Jospin et M. Chirac se sont mis d'accord,
l'un parlait de cohabitation courtoise, l'autre de cohabitation sereine. Bon, ça veut dire que ça a été un temps difficile, tendu, avec de fortes polémiques, mais les institutions ont fonctionné. Ce qui est assurément une grande difficulté, c'est que dans l'esprit, à juste titre, des Français qui ont élu un président, il faut que le président puisse avoir un gouvernement pour mettre en œuvre sa politique. Or, dans la cohabitation, si c'est une cohabitation avec une majorité qui lui est hostile, il ne mettra pas en œuvre sa politique. Il exercera ses prérogatives constitutionnelles en matière de défense et de politique étrangère. Autre élément, dans l'article 5, on dit que le président est le garant du respect des traités. Ce qui veut dire que dans la situation qui est la nôtre, le président de la République, Emmanuel Macron, réélu, serait le gardien du respect des traités européens. Et que le gouvernement qui serait nommé, quelle que soit sa couleur, ne peut pas s'affranchir des règles imposées par les traités européens que la France a ratifiés à l'occasion, pour le dernier, du traité de Lisbonne, en 2007 ou en 2008, si mes souvenirs sont bons. Donc, vous voyez, je reviens à votre question première, parce que c'était une belle expression, l'équilibre. L'équilibre n'est jamais... C'est une dynamique. Et l'équilibre est en permanence à rechercher. Ce qui ne va pas dans le système, je crois, institutionnel français aujourd'hui, c'est qu'on a créé un déséquilibre qui n'est pas satisfaisant, parce qu'on a le sentiment que le président s'occupe de tout, c'est ce qu'on appelle la présidentialisation, et que le Parlement n'est pas représentatif. Et donc, si on veut remédier, je crois, à cette tâche, c'est les deux sujets sur lesquels il faut réfléchir. Et alors, il nous reste quelques minutes. Un Parlement pas suffisamment représentatif. Est-ce que vous, Jean-Pic, vous êtes favorable à l'introduction d'une bonne grosse dose de proportionnel aujourd'hui pour résoudre ça, pour peut-être permettre aux Français d'avoir un Parlement qui leur ressemble un peu plus? Vous allez croire que je fais exprès de jamais répondre directement à votre question, mais parce que les deux sont liés. Je pense qu'il faut d'abord sortir de la synchronie entre le mandat présidentiel et le mandat des députés. C'est très important on recasse le calendrier électoral, alors. Rétablir le septennat, qui est, je le rappelle, dans l'ADN de la République. La loi du septennat, c'était le premier acte républicain. Bon. Alors ça peut être 6 ans s'il y a un jour un congrès se met d'accord sur 6 ans. Mais pourquoi est-ce que c'est important que ce ne soit pas la même durée? C'est que, évidemment, quand les élections sont simultanées, comment empêcher qu'on puisse se dire que c'est le président qui gouverne? Or, s'il gouverne, vous mesurez la difficulté de la tâche. Être à la fois à s'occuper de la guerre en Ukraine, de la paix dans le monde, et puis de la situation des urgences hospitalières ou de l'âge de départ à la retraite. C'est deux métiers très différents. Il y a un métier où il faut réfléchir, voir à long terme, négocier, et un autre où on est tous les jours en train d'arbitrer, d'expliquer, de batailler avec l'opinion, avec tous les corps intermédiaires qui légitimement font valoir leurs difficultés. Donc, c'est très important de rétablir l'autorité présidentielle. Voilà, parce que... Ce que beaucoup disent, pardon, j'appuie votre propos, Jean-Pic, c'est cette idée d'un quinquennat qui a effectivement induit une vision beaucoup plus court-termiste aussi de la politique et de la situation. Oui, parce qu'un président qui a été élu pour 7 ans, il doit intégrer le fait qu'il pourra perdre la majorité. Alors peut-être 7 ans avec un mandat non renouvelable. Alors là on est bien. Personnellement, je trouve que... Alors, quand on dit ça, on répond tout de suite « Ah, mais si on trouve un président formidable, on ne pourra pas le réélire. » Il faut savoir que je crois que le septennat non renouvelable est une bonne idée. Bon. Alors, sur la proportionnelle, je crois que... Alors, vous avez parlé d'une bonne grosse dose de proportionnelle. Tous les schémas sont sur la table. La proportionnelle intégrale présente le risque majeur de rendre peut-être extrêmement difficile l'émergence d'une majorité, et nous sommes en France et nous ne sommes pas en Allemagne, où les compromis sont possibles. Donc la solution, c'est en effet ce que vous appelez une bonne dose de proportionnelle. Je vous donne 2 schémas possibles. Le schéma de Jean-Louis Bourlange, qui dit rétablissons le scrutin de liste départemental, la moitié des sièges au scrutin majoritaire, la moitié répartie selon les résultats à la proportionnelle. Et puis... l'autre schéma, c'est de dire en 1985, François Mitterrand avait fait voter la proportionnelle. On avait rajouté, on est passé à 577 députés au lieu de 487. Donc redécoupons les circonscriptions pour avoir 487 et rajoutons 100 députés à la proportionnelle. Je dirais que la question, c'est que si tout le monde est d'accord sur cette double nécessité, et je rappelle que
sauf erreur de ma part, mais vous me corrigerez, parce que vous êtes un journaliste attentif aux événements, il me semble bien qu'Emmanuel Macron a évoqué l'idée qu'il fallait allonger la durée du mandat présidentiel, en tout cas éviter son alignement sur le mandat législatif, et que par ailleurs, il s'était engagé sur la proportionnelle. Et que cet engagement, qui n'a pas pu être tenu dans le premier quinquennat, il risque de devoir le tenir dans le second. Qui n'a pas pu être tenu ou qui n'a pas été tenu. Qui n'a pas été tenu. Parce que certains n'ont peut-être pas voulu le tenir, effectivement. Alors c'est vrai qu'on se dit tout de suite, si on avait eu déjà cette dose de proportionnelle importante, en tout cas, comment et à quoi aurait ressemblé l'hémicycle de demain, celui qui va sortir de cette élection, de ces élections législatives. Est-ce qu'Emmanuel Macron aurait retrouvé une majorité plus ou moins faible ou forte par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui? Il nous reste moins d'une minute, Jean-Pic, et là vous allez devoir répondre directement à ma question. Est-ce que il y a une source d'inquiétude pour vous dans le second tour à venir, dans cette assemblée qui va sortir de ces élections? Non, je dis simplement ceci, qui me paraît vraiment très important, c'est que très important pour le climat politique du pays, c'est que les Français, en quelque sorte, s'il y avait une majorité relative, en quelque sorte, corrigerait ce que vous dites. C'est-à-dire que le président de la République serait obligé de composer avec une partie avec les familles politiques. Bon. Ce qui est important avec l'idée de la proportionnelle, c'est que chacun se sente représenté. Le scrutin majoritaire qui débouche sur une majorité absolue est très commode pour le président de la République, mais pour ceux qui se sentent d'une famille politique autre, c'est le sentiment très désagréable de ne pas être représenté. Et donc on introduit une confrontation directe entre ce qu'on a appelé le monarque républicain et le peuple. Et ça, pour nos institutions, ce n'est pas une bonne chose. Merci beaucoup à vous, Jean-Pic. La République, la force d'une idée, si vous voulez connaître l'histoire de notre modèle républicain, ses forces et ses faiblesses. Votre essai a paru l'an passé aux presses de Sciences Po. Merci à vous d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Un grand merci à Lucas Bretonnier qui a programmé cette émission préparée avec Mayalette Despio-Couret. Merci pour la grande table culture aujourd'hui à Henri Leblanc et Oriane Delacroix avec Violaine Malstaff. À la réalisation, c'était Thomas Beau avec Jean-Guilain Mège.